Très bien, nous allons maintenant passer au dossier numéro 2, si vous le voulez bien. Sur la première diapositive, nous voyons donc qu'on reçoit un enfant de 2 mois. Donc je rappelle, 2 mois, c'est un petit nourrisson. Premier enfant né à terme après une grossesse, accouchement normaux. Il est allaité au sein. Toujours vérifier l'alimentation du nourrisson qui, normalement, doit être alimenté au sein, exclusivement au sein, pendant les 6 premiers mois de vie. En cas de non-désir de la maman ou d'impossibilité de celle-ci d'allaiter, un allaitement artificiel est alors proposé. C'est toujours important d'avoir le type d'alimentation écrit parce que quand ça n'est pas suggéré dans l'énoncé, il va falloir dire comment est-il allaité ou est-ce qu'il est bien allaité au sein dans la réponse. Je voulais juste attirer cet élément et cet item dans l'énoncé qu'on va poursuivre. Donc première question, on vous demande les examens de santé obligatoires. Comme vous le savez, il y a énormément d'examens de santé qui sont proposés, remboursés par la Sécurité sociale, mais simplement 3 donnent droit aux allocations familiales avec nécessité de renvoyer un volet à la CPAM pour que le remboursement puisse être fait dans un premier temps et ensuite pour que les parents puissent bénéficier des allocations familiales. Donc s'il y a 3 examens qu'il faut bien avoir en tête en termes à la fois, on va dire, de structures médico-légales financières et puis de l'autre côté, en termes de bilan qui va nous servir de repère sur l'évolution du nourrisson et le suivi du nourrisson, c'est un item en lui-même, eh bien ça va être ces 3 examens et je vous demande à chaque fois de bien apprendre qu'est-ce qu'on recherche au 8e jour de vie, au 9e mois de vie et au 24e mois, puisque c'est la réponse à la question. Mais pour l'instant, on va suivre les questions les unes après les autres. La deuxième question, on demande les objectifs principaux. L'objectif principal. Ensuite, la mère inquiète sur la diversification alimentaire vous demande comment va-t-on faire pour l'alimenter. Suivante, on demande à quel âge l'enfant doit être diversifié. Suivante. Et puis, il faut en expliquer les modalités à la maman. On va voir ça de manière tout à fait précise tout à l'heure. Et puis la 5e question vous demande les supplémentations nécessaires. Autrement dit, il y a d'un côté les aliments et de l'autre côté des supplémentations, en particulier vitaminiques, qu'on va décliner ensemble. Ensuite, l'enfant régurgite. C'est le cas de la moitié des nourrissons. Manifestement, on est devant des régurgitations simples puisqu'il n'a aucun stigmate de reflux compliqué. Suivante. Et on vous demande s'il y a des examens complémentaires à faire. Suivante. Et on vous demande comment prendre en charge ces régurgitations simples du nourrisson. On perd de vue cet enfant, puis à l'âge de 9 mois, on apprend qu'il a convulsé, qu'à plusieurs reprises, il a eu des problèmes. Et d'autre part, là, on ne vous pose même pas la question diagnostique. On vous dit c'est le diagnostic d'un syndrome de West qui a été posé, donc un diagnostic très très lourd. Et la question qui suit est de savoir, quelles sont les acquisitions normales à 9 mois, puisque pour savoir si un enfant a régressé, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire à 9 mois de vie. Suivante. Et puis on vous demande la définition du syndrome de West qu'on a évoqué dans l'énoncé. Et enfin, les examens complémentaires qu'il faut faire pour étayer une étiologie éventuelle. Ça, déjà, rien qu'en lisant l'énoncé, on comprend qu'il y a le West qui est dit idiopathique, c'est-à-dire sans cause. Il y en a un qui est dit cryptogénétique, ça veut dire qu'il a probablement une cause, mais on ne sait pas la trouver. Et puis, il y a le syndrome de West syndromique qui s'intègre dans un syndrome beaucoup plus global. Et enfin, la dernière question, c'est sur la prise en charge du syndrome de West. On vous demande les grandes lignes. Effectivement, il n'y a pas de petit p, il n'y a pas de posologie, il n'y a même pas le nom des médicaments avec précision qu'il va falloir donner, puisqu'il n'y a même pas le traitement, mais les prises en charge. Alors, dans les réponses, on va s'appuyer sur ces 3 examens qui sont vraiment les 3 piliers du suivi du nourrisson, qui est donc cet item difficile, parce que quand on n'a jamais fait de bébé et qu'on ne sait pas suivre un nourrisson, c'est difficile. Or,
il faut savoir que ça n'est pas simplement le rôle de la PMI, mais véritablement du médecin traitant et de tous les médecins de savoir comment évoluent ces nourrissons. Et donc ils ont des sortes de repères, hein, des encres qu'il nous faut suivre pour voir comment ces enfants évoluent. Suivante, donc on a 3 réponses qui sont cotées, comme vous le voyez, c'est 8e jour, 9e mois, 24e mois. 8e jour, 9e mois et 2 ans. C'est, comme on le voit, hein, c'est des renseignements qui sont administratifs. Ça fait partie d'une loi qui est parue au journal officiel du 15 juillet 1970. Il y a aussi 20 examens qui sont remboursés par la Sécurité sociale, mais ceux-là ne sont pas moins importants, hein, mais ceux-là n'ont pas ce caractère administratif où il y a des volets que un est gardé par la PMI, l'autre est gardé par vous, l'autre est envoyé à la caisse d'assurance maladie. Il faut savoir qu'en tout, il y a 20 examens qui sont remboursés, qui nous permettent en France d'avoir ce suivi aussi, on va dire, régulier et bien fait. Encore faut-il se présenter aux consultations de PMI. Vous voyez, tout cela fait l'objet de lois parues au journal officiel et celle-là, elle est beaucoup plus récente, hein, 2007. On voit que la santé de l'enfant est rentrée effectivement dans les mœurs au niveau politique et on s'en félicite. Suivante, l'objectif de ces examens, parce que ce n'est pas tout évidemment de faire ces examens, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on y met. Eh bien, ce qu'on y met, c'est l'examen clinique complet, les conseils de guidance parentale, à savoir l'alimentation, l'hygiène, les vaccinations, et tout ça rentre dans le cadre de la prévention, de la guidance parentale. On est vraiment ici dans l'objectif de ce qu'on appelle la PMI, hein, la protection maternelle et infantile. C'est vraiment leur objectif. Il va falloir faire donc un examen oxologique complet pour peser, mesurer, voir un peu comment l'enfant évolue et on peut voir aussi que l'évaluation du mode de garde, de la relation parent-enfant sont des éléments qu'il faut noter sur le carnet de santé. Les troubles de la diade mère-enfant peuvent parfois apparaître dès le 8e jour et donc doivent être notés parfois dans le 9e mois, parfois dans le 24e mois. Il faut savoir inscrire tout ça sur le carnet de santé. À quel âge l'enfant doit être diversifié? Donc jusqu'à présent, il a une alimentation lactée qui est exclusive, entre 0 et 4 mois. Selon l'OMS, 0,6 mois d'allaitement maternel exclusif est recommandé. Pour des raisons, on va dire, sociétales, eh bien, cette alimentation maternelle est initiée, par exemple en France, dans plus de 80% des cas à la maternité, mais dès le 15e jour de vie, on perd déjà 20 à 30% et à 6 semaines, on n'a plus que, généralement, ça dépend des régions, mais on va dire entre 30 et 60% d'enfants qui sont allaités au sein exclusivement. Autrement dit, il faut savoir véritablement comment accompagner ces mères qui ne savent rien, puisque mère, ce n'est pas un métier qu'on apprend, c'est un métier, on va dire, d'État. Tout à coup, paf, on devient mère. C'est un peu comme il y a le ballon avec un arrêt de volée, et puis on voit des hordes de préceptes qui viennent vers vous et on ne sait pas quoi faire. Donc il faut savoir apprendre à la maman à gérer cette nouvelle fonction qui est cette fonction de mère. Donc la diversification en est une. La diversification, elle doit avoir lieu entre 4 et 6 mois. Jusqu'à présent, c'était 6 mois. Et puis même dans certains contextes, même plus. Là maintenant, on va voir qu'il y a un cadre qui vient d'être défini, avec donc un allaitement maternel exclusif si possible, d'autant plus que cet enfant est allergique et qu'on sait que l'allaitement maternel protège par rapport à une population générale, protège plus de l'allergie. Si jamais l'enfant doit passer à un lait artificiel, étant donné qu'il a des antécédents d'allergie dans la famille, il faut lui proposer avec un lait dit HA, hypoallergénique, et pas d'hydrolysate de protéines de lait de vache. L'hydrolysate de protéines de lait de vache, c'est-à-dire un hydrolysate poussé, c'est-à-dire un lait sans protéines de lait de vache, est inutile à titre préventif. Il est
par contre indispensable à titre curatif. Contrairement au lait HA, qui lui, le lait HA, n'a qu'un rôle préventif et n'a pas de rôle curatif. C'est important puisqu'il y a eu un sujet à l'ECN récent où on dit voilà, l'enfant a une allergie aux protéines lait de vache, comment le traitez-vous? Si vous lui donnez un lait dit HA hypoallergénique, c'était 0 à la question. Ça a bien fait parler d'elle, cette question. Alors, est-ce qu'il y a un effet de mode? Est-ce qu'on essaye de faire rentrer les nourrissons dans un moule de diversification? En fait, si on voit l'histoire, elle est assez extraordinaire parce qu'en 1943, ça ne fait pas si longtemps que ça, hein, eh bien, il y a M. Stewart qui avait trouvé un système de propulsion où il mettait des tétines dans lesquelles il y avait comme une boîte d'allumettes et où il mettait des débris de poissons, et puis il prenait la boîte d'allumettes et hop, il arrivait à faire en sorte de faire ingurgiter au nourrisson ces miettes de poisson. Alors parfois il devait avaler de travers, c'était bien d'avoir un ORL à côté. Toujours est-il que vous voyez que dès la 4e, 6e semaine, on donnait ces aliments, une alimentation très diversifiée. Autrement dit, l'enfant il va être capable de digérer. Maintenant, est-ce que c'est bien pour lui? Est-ce que c'est vraiment légitime? En 1940, on pensait qu'on avait besoin de beaucoup de phosphore et que le phosphore se trouvait dans le poisson. Maintenant, comme vous voyez, il va y avoir un élargissement un petit peu de ces données. Et Sackett, lui, n'hésite pas à donner dès la 2e semaine de vie de la viande hachée à ses nourrissons. Et il dit oui, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, même s'ils sont nouveau-nés. Il faut savoir que l'enfant a une rétropulsion de la langue, c'est-à-dire la capacité qu'il a d'avoir la langue et puis de faire rétropulser les aliments en arrière de la gorge. Ça, c'est vers l'âge de 2-3 mois. Autrement dit, donner des aliments solides chez un bébé qui a moins de 2 mois, c'est difficile, sauf si on lui enfourne, entre guillemets, l'alimentation dans la bouche. Alors pourquoi cette diapositive? C'est juste pour vous montrer qu'effectivement, quand on a 2 parents qui ont un risque d'allergie, quand on a 2 parents qui sont allergiques, le risque d'allergie il est quasiment de 50%, et que quand on a un parent qui a un risque d'allergie, on est déjà à 20% de risque global. Autrement dit, il suffit qu'il y ait un antécédent d'allergie dans la famille nucléaire, parents ou frères, sœurs, pour instituer une alimentation avec un lait dit hypoallergénique. Suivante, ce lait hypoallergénique vous montre qu'en termes d'incidence cumulée de la dermatite atopique, DA, eh bien, il y a un gain qui est significatif. Autrement dit, si les parents ou si les frères et sœurs ont des antécédents d'asthme, de rhume des foins, d'eczéma ou d'allergie alimentaire, eh bien, il faut nourrir l'enfant avec un lait hypoallergénique. Certains disent même que s'il y a des antécédents d'allergie aux protéines lait de vache prouvées dans la famille, c'est même un hydrolysa poussé qu'il faut donner, mais ça ne tombera pas à l'ECN puisque c'est des notions qui sont débattues. Alors comment on explique ça? Là on a vu globalement qu'est-ce qu'il fallait lui donner. On prolonge l'allaitement maternel si possible ou sinon un lait hypoallergénique. Comment on explique la diversification alimentaire? Eh bien les principes de la diversification sont en fait au nombre de 5. Un, c'est un aliment à la fois. Il faut savoir si l'enfant supporte tel ou tel aliment. Comment le savoir? Tout simplement en lui donnant de manière chronologiquement séparée un aliment, puis ensuite un deuxième, etc. Il faut faire ça de manière progressive. On ne va pas lui donner directement 70 grammes de tel ou tel aliment. On commence avec des portions de 30 grammes et on augmente progressivement. Il faut le faire de manière variée pour éviter ultérieurement ce qu'on appelle une néophobie alimentaire. Effectivement, il va y avoir, et on va le voir tout à l'heure, une sorte de fenêtre d'opportunité où il va falloir varier l'alimentation qu'on propose aux nourrissons. Et si on ne lui propose pas cette alimentation pendant cette période donnée, plus tard, il va créer et il va avoir une certaine aversion à ces aliments. Pour la faire brève, si on ne lui donne pas par exemple des légumes verts entre 4 et 8 mois, à l'âge de 5-6 ans, pour qu'il mange de la salade verte, il faudra lui courir après
peut-être qu'il la mangera dans celle qui est coincée au McDonald's entre le sandwich et le hamburger. Effectivement, il faut toujours que ce soit fait dans un cadre de plaisir et il faut toujours essayer la cuillère puisque c'est le principe de la diversification. On passe du biberon à la cuillère. Et effectivement, comme on le voit ici, s'il n'y a pas cette fenêtre d'exposition propice entre 3-4 mois et 7 mois, eh bien ensuite, vers l'âge de 6 ans, 7 ans, on a une hypersélectivité alimentaire avec une néophobie, c'est-à-dire une crainte d'ingurgiter un nouvel aliment. Ça, c'est quelque chose qui est très récent dans l'évolution du goût chez l'enfant, une notion qu'il nous faut connaître et c'est un des éléments qui nous incite à diversifier entre l'âge de 4 et 7 mois. Et du coup, on parle de ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité suivante. Et effectivement, cette fenêtre d'opportunité est basée sur le fait qu'un, il faut diversifier pendant une période précise. Deux, il ne faut pas oublier de continuer à donner du lait de suite. Le lait de suite donc, fait suite aux préparations pour nourrissons qui sont entre 0 et 4 mois. Ensuite, il y a donc le lait de suite jusqu'à 1 an. Pourquoi du lait de suite et pas du lait UHT standard? Eh bien tout simplement parce qu'il va apporter les besoins en calcium, il va permettre si on en donne 500 ml, d'éviter de consommer 6 petits Suisses, 4 yaourts, ce qui est important pour un nourrisson. Et effectivement, on voit que en termes de calcium, les équivalents, pour un bébé de 6 mois, lui faire consommer 7 kiri, vous allez voir si c'est facile. Suivante. Et on sait que s'ils ne consomment pas assez de calcium quand ils sont petits, eh bien, comme on le voit ici par rapport à des sujets normaux, eh bien, il y a un déficit en termes de capital osseux avec un risque de fracture qui est significativement plus important. Autrement dit, si on n'apporte pas pendant la période de l'enfance un apport calcique suffisant, on va avoir des risques de fracture ultérieures. C'est démontré dans des études longitudinales. C'est important donc de nourrir nos enfants dès la première année de vie avec une quantité de lait enrichi en calcium qui soit suffisante. Il en est de même pour le fer, comme on le voit, par rapport à un lait de vache où il y a 0,3 mg de fer, ce qui correspond à peine à 3% des apports journaliers recommandés. Eh bien, dans le lait de suite ou le lait de croissance, on en a 6 mg, vous voyez, 0,3, 6, et là on est à 60% des apports journaliers recommandés. Et puis en plus, dans le lait de suite, on a des acides gras essentiels qui sont beaucoup moins importants dans le lait entier. Si maintenant, pour des raisons économiques ou pour des raisons, on va dire, de croyance ou des raisons de coutume, peu importe, la mère ne veut pas entendre parler du lait de suite ou de lait de croissance et qu'elle veut du lait de vache, attention, ce n'est pas du lait de vache demi-écrémé ni du lait de vache écrémé qu'il faut donner, c'est du lait de vache entier. Il y a la hantise de la graisse en ce moment, mais le gras dans le lait pour le nourrisson, c'est bon. Après, je ne dis pas, mais chez le nourrisson, c'est bon. En fer, donc on en parlait, c'est sûr que prendre 250 ml de croissance ou 500 ml, c'est facile. Mais essayez, parce que c'est exactement la même quantité de fer absorbé, essayez de faire manger à un nourrisson 96 yaourts ou 45 grammes de foie de veau, vous verrez ce qui l'en coûte. Je tiens juste à rendre hommage à M. Popeye qui a fait en sorte que l'apport en fer ait cette image de force et de biceps, mais il vaut mieux, et c'est plus facile de boire 250 ml de lait de croissance que 1,6 kg d'épinards. Ça, enfin, tout le monde n'est pas Popeye.
L'autre message important dans la diversification, c'est qu'il faut un seul repas protéique par jour. Effectivement, si on prend les apports recommandés, eh bien on voit qu'on est déjà à 25 grammes de protéines par jour. Les apports normaux, je vous rappelle, hein, les apports en delà desquels il ne faut pas aller, c'est 10 grammes. D'accord ? Et on dit que 25 grammes, c'est quelque chose de bien, 25-30 grammes. On voit ici sur la suivante qu'il suffit que l'enfant prenne 2 fois de la viande par jour pour arriver déjà à 30 grammes. Et si jamais on lui donne non seulement de la viande, mais on lui donne un peu des féculents et beaucoup d'apports lactés, on arrive à 45 grammes très facilement. Autrement dit, si on n'a pas un repas protéique par jour, tout de suite, on a un apport protéique qui est trop enrichi, trop important. Alors vous allez me dire, est-ce que ça a une importance véritable de limiter l'apport en protéines? Il a été dit que ça donnait un travail rénal supplémentaire inutile et qu'il y avait un lien épidémiologique entre le risque de développer une obésité ultérieure et l'apport en protéines majoré pendant les 2 premières années de vie. Même si c'est un lien qui n'est qu'épidémiologique, c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Comme on sait que ça n'a aucun bénéfice d'apporter trop de protéines, donc c'est bien de guider les parents et de leur proposer de ne faire manger qu'une fois des protéines à leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mangent encore? Et là, vous allez me dire, oh là là, mais là, il nous parle de trucs, mais nous, on n'a pas d'enfants, on veut juste réussir le CN. Qu'est-ce qu'il nous parle avec ces histoires-là? Donne-nous une bonne sarcoïdose, une maladie systémique où il y a les anticorps, antipoils de Schtroumpf, etc. Et oui, et la pédiatrie, il y a beaucoup de guidance parentale. Et comme c'est les pédiatres qui vous posent des sujets et que dans les 5 dernières années, il y a eu toujours un sujet de pédiatrie qui est sorti, eh bien, il va falloir, j'en suis désolé, mesdemoiselles et messieurs, vous mettre dans ce moule pédiatrique et apprendre des notions de guidance. Et puis, vous verrez que quand vous serez parent ou si vous l'êtes déjà, c'est toujours bon de savoir un peu ce qui est dit dans la littérature et ce qui est formaté sur les apports nutritionnels. On ne donne pas que de l'alimentation, on donne des supplémentations. Effectivement, il faut de la vitamine D, du fluor et de la vitamine K, mais pas n'importe comment. La vitamine D, il faut le majorer s'il y a une peau noire. Effectivement, c'est 1200 unités s'il est au sein, 400 à 800 unités s'il est nourri au lait infantile. Et s'il est un groupe à risque, c'est quoi groupe à risque? C'est ce qu'on appelle les P, c'est-à-dire les prématurés, les hypotrophes, les peaux pigmentées, les enfants qui sont soumis à une pollution atmosphérique ou des enfants qui sont sous médicaments comme la prednisone ou le phénobarbital, c'est-à-dire des barbituriques. Et là, on sait qu'il faut leur apporter une quantité majorée de vitamine D. Autrement dit, la vitamine D, tous les jours de 0 à 2 ans, il faut donner de la vitamine D chez les nourrissons. Puis après, c'est bien de le donner aussi une petite ampoule avant chaque hiver. Et puis, à part la vitamine D, on a aussi la vitamine K, mais la vitamine K, c'est uniquement chez l'enfant qui a allaité au sein. Celui qui a un allaitement artificiel, c'est inutile. Mais au sein, il a besoin d'une ampoule. Je vous ai fait la démonstration ici. Ce n'est pas besoin de connaître ces chiffres. La seule chose qu'il faut connaître, c'est ça. C'est qu'une ampoule de 2 mg par semaine de vitamine K roche chez l'enfant qui est allaité au sein. Et tant qu'il est allaité au sein, probablement 6 doses, donc 6 semaines sont suffisants. Mais on aime bien pérenniser cela. Ensuite, on a le problème du fluor. Alors là, je suis obligé de m'arrêter parce que ces dernières années, il y a eu tellement de changements de position et tellement d'éléments divergents qu'il faut maintenant s'appuyer sur la conférence de consensus AFSAPS et on va la détailler, rassurez-vous, rapidement, surtout en mettant en exergue les messages clés. Première chose, il faut savoir que la carie dentaire, c'est pas quelque chose à galvauder, c'est le 3e en termes de morbidité, c'est pas évidemment quelque chose qui tue, mais c'est la 3e maladie dans le monde, quand même quelque chose d'important. Ensuite, il faut savoir que boire de l'eau, effectivement, ça peut apporter du fluor. Le plus souvent, on donne aux nourrissons des eaux qui sont peu fluorées, mais pour peu qu'on soit dans une famille
où on aime des eaux gazeuses et très fluorées, si l'enfant a une supplémentation en plus, il va vous faire une fluorose. Or, ça a été ça la problématique initiale. Avant, on donnait du fluor à tous les nourrissons, puis on s'est aperçu qu'en France, il y avait 8% des nourrissons qui développaient une vraie fluorose osseuse et en particulier avec des altérations au niveau de l'émail dentaire. Donc, attention à l'apport en eau et donc, on voit, vous allez me dire, mais comment on sait s'il y a un apport en eau qui est suffisant ou pas suffisant? Ben, c'est écrit sur les factures d'eau. Et là, vous savez si vous êtes avec de l'eau fluorée beaucoup dans le robinet ou pas beaucoup dans le robinet. Eh bien, on le voit ici avec des teneurs qui sont inférieures ou pas à 0,3 mg. Ici, vous voyez des dents qui sont normales, sauf qu'il y a ici manifestement quelque chose qui est des dents jaunes par rapport aux autres. Regardez dans la même famille ce qui peut se passer. Effectivement, vous voyez le frère, alors lui c'est encore pire, et puis ici le grand frère, et on est dans une famille où effectivement il y avait une fluorose parce qu'ils buvaient tous de la Kézak. Donc attention à ces problèmes en apport exogène de fluor. Donc il y a une conférence AFSAPS. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que la carie dentaire, en fait, et ça peut vous faire l'objet d'une question, c'est une maladie multifactorielle qui dépend de 3 éléments. 1, le sujet, la flore buccale et l'alimentation. D'avant, on disait la carie dentaire, eh ben, c'est dû qu'aux enfants qui mangent du sucre. Or, quel est le pays dans le monde où on mange le plus de sucreries? C'est au Japon. Et effectivement, quel est le pays au monde où il y a le moins de carie dentaire? C'est au Japon. Autrement dit, on ne peut pas faire un lien d'épidémiologie net entre l'alimentation d'un côté et les caries dentaires. Donc il y a plusieurs facteurs de risque. Évidemment, plus on se brosse les dents, meilleur c'est, et on peut se brosser les dents même avant l'apparition des bourgeons dentaires, en se brossant les gencives avec des brosses à dents et des dentifrices adéquats. Il va falloir faire un bilan personnalisé des apports journaliers en fluor. Et l'important est de ne pas dépasser 0,05 mg par kilo et par jour. C'est la dose qui est recommandée sans dépasser, donc 1 mg par jour. C'est un chiffre global, un chiffre qu'il ne faut pas retenir à mon sens, mais qu'il est bon d'avoir lu une fois pour qu'on puisse se rapporter et comparer un petit peu les apports personnalisés fluorés. Donc ce que je veux que vous sachiez, c'est que 1, il y a des eaux qui ont une concentration en fluor qui sont différentes. Deuxièmement, que tout le monde n'est pas égal par rapport à la carie dentaire. Et suivante, eh bien, il y a certains enfants qui ont un risque carieux qui est élevé en fonction de l'hygiène alimentaire, le brossage des dents absent. Il y a une pathologie spécifiquement pédiatrique qui est ce qu'on appelle le syndrome du biberon sucré. C'est le bébé qui s'endort avec un biberon sucré et pendant toute la nuit, il tète de l'eau sucrée. Et là, il faut ça, ou du lait. Eh bien, il faut savoir que là, il va avoir des dents dans un état absolument épouvantable très rapidement. Il y a des facteurs de risque environnementaux, ça on sait. Alors, comment faire en termes de prévention? On a dit, 1, les dentifrices. Encore plus s'il y a un risque carieux élevé. Et la supplémentation systémique, eh bien cette supplémentation systémique ne se fait qu'à partir de l'apparition des premières dents. Or, quand apparaît la première dent? Pas avant 6 mois. Autrement dit, avant, dès la naissance, on donnait du fluor, avec même des noms spéciaux, un Zima duo, genre vitamine D plus fluor. Maintenant, on ne donne plus jamais du fluor avant 6 mois. Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors on peut aller effectivement voir le chirurgien, dentiste, etc. Mais voilà ce que nous dit la conférence AFSAPS, c'est que si l'enfant est à faible risque carieux, eh bien de 0 à 6 mois, eh bien, il n'y a absolument rien à faire. Et puis de 6 mois à 3 ans, ben, c'est bien de lui proposer un brossage de dents, si possible, au moins une fois par jour. Hein. Puis de 3 à 6 ans, on continue le topique avec, après 6 ans, ce topique, sauf que le dentifrice fluoré, lui, il a des concentrations en fluor qui sont différentes, c'est-à-dire
moins de 500 ppm entre 6 mois et 3 ans, 500 entre 3 et 6 ans et 1000 à 1500 après 6 ans. Si par contre il a un risque carieux élevé, alors là, toujours entre 0 et 6 mois, on a dit jamais de fluor. Par contre, on est obligé, et alors là c'est difficile, de voir si les topiques sont suffisants ou s'il faut donner des comprimés systémiques. Et c'est là où on fait un bilan personnalisé du fluor en fonction de l'apport exogène en eau, en sel fluoré. Vous savez quelle est la différence entre les sels iodés et fluorés. Le sel iodé, il est toujours avec des étiquettes bleues et le sel fluoré toujours avec des étiquettes rouges. Voilà. Alors ça par exemple, c'est bien pour se repérer dans Shop, Oura ou un autre Franprix d'en bas. Mais je n'ai pas le droit de vous faire de la publicité. Toujours est-il qu'on peut éventuellement supplémenter ces enfants-là. Sixième question, donc la supplémentation on l'a fait, vitamine D, fluor et vitamine K uniquement en cas d'allaitement maternel. Et puis les examens complémentaires à réaliser en cas de reflux gastro-œsophagien simple ou régurgitation. Là la réponse est simple, c'est aucun. Effectivement, aucun examen complémentaire. Il faut savoir que le diagnostic est uniquement clinique et ça a fait l'objet de plusieurs recommandations. À quoi ça sert de faire des examens qui vont nous confirmer ce qu'on voit? Si on lui fait une pH-métrie chez un enfant qui régurgite et qu'après la pH-métrie on dit « Oui madame, votre enfant régurgite ». Je sais bien, je viens pour ça. Eh bien oui madame, je vous le confirme. Merci. C'est difficile de lui prendre des honoraires de consultation plus de la pose de pH-métrie si vous ne faites que confirmer ce que la mère sait déjà. Autrement dit, régurgitation simple, aucun examen complémentaire. Le traitement de ces régurgitations simples, il faut rassurer la mère avec empathie. Ça, c'est sorti à l'ECN 2011. Quel est le traitement de la régurgitation simple? Et rassurance, ça faisait partie de plus de la moitié des points. Le traitement symptomatique, c'est le lait pré-épaissi en cas d'alimentation artificielle. Si l'enfant est en allaitement maternel exclusif, évidemment, vous n'allez pas épaissir le sein de la mère. Ça, c'est difficile, à part lui faire des injections de silicone et encore. Donc, les pré-épaissis, le fractionnement n'a que très peu d'intérêt et tout le reste, c'est inutile. Inutile. Donc, un enfant qui a des régurgitations simples, il faut uniquement proposer les pré-épaissis si c'est un allaitement artificiel et réassurance. Le Proclive, les médicaments, les prokinétiques, aucun intérêt. On le voit ici. Et qu'a dit la conférence de consensus d'experts, qu'ont dit les experts? Alors je ne sais plus ceux-là, si c'est, je crois que c'est Miami, ou peu importe. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que prokinétique, aucun intérêt. Le baclofène, il est encore utilisé à des fins très très spécifiques, donc ce n'est pas du tout un médicament à prescrire au long cours. Et puis les pansements uniquement de manière temporaire et au coup par coup, parce que leur utilisation prolongée peut être éventuellement toxique. Autrement dit, suivante, les prokinétiques, non. Les pansements un petit peu, et puis la position en orthostatisme ou en procubitus dorsal, la seule qui a démontré une petite efficacité, c'est celle proposée par notre ami belge, le professeur Van den Plas, qui lui met les bébés à 45 degrés. Mais alors celui-là, effectivement, quand il est là, moi j'ai peur qu'il tombe à la renverse par devant. Donc, prokinétique, proclive dorsal, à 30 degrés, aucune efficacité. Si on synthétise, régurgitation isolée, on rassure les parents avec un épaississement des biberons si on est dans un cadre d'allaitement artificiel. Et si on a une suspicion de reflux compliqué, il faut éliminer les autres causes. Une fois qu'on a éliminé les autres causes, à ce moment-là, il faut confirmer cette suspicion par des examens complémentaires. Mais là, on est devant le reflux compliqué. Et donner à cet enfant des IPP plus la réassurance évidemment parentale. Si jamais tout ça est inefficace,
eh bien, il est bien spécifié dans le consensus qu'il faut évoquer une allergie aux protéines de lait de vache devant un reflux résistant au traitement. Donc, vous voyez ici, vous avez un dossier tout fait, mais il est déjà tombé 2 fois à l'ECN. Cet enfant qui reflue, puis on lui donne des traitements, ça marche plus ou moins bien, puis à la fin, ça devient une allergie aux protéines de lait de vache. 8e question, les acquisitions de l'enfant de 9 mois. Vous vous rappelez, hein, on avait dit 8 jours, 9 mois, 24e mois. Qu'est-ce qu'on voit à l'examen du 9e mois? Les acquisitions. Donc, quelles sont ces acquisitions? Les acquisitions, eh bien, au niveau psychomotrice, hein, il tient assis sans appui, 6 mois avec appui, 9 mois sans appui. Des fois, il y en a même qui tiennent debout avec appui. Ils marchent à 4 pattes, ils peuvent se retourner sur eux-mêmes. Et ils ont cette fameuse préhension volontaire fine, la pince pouce index à 9 mois. Ils ont le langage syllabique, avec la peur de l'étranger. Si jamais vous voulez partir en vacances, surtout, et laisser votre enfant à votre belle famille, surtout ne pas le faire entre 7 et 10 mois, parce que l'enfant est terrorisé s'il n'a plus dans son champ visuel la mère tous les jours. Il fait au revoir, il fait bravo, donc tout ça c'est ses performances. Et quand il y a cette régression, c'est-à-dire il a acquis ça, puis il est plus capable de le faire, on est dans la régression psychomotrice, ça c'est grave, c'est plus que le retard psychomoteur. Donc là on est devant l'épilepsie, la seule épilepsie du nourrisson qu'il faut connaître, le syndrome de West. Eh bien le syndrome de West, c'est une triade, à la fois tracé hypsarythmique, régression psychomotrice et des spasmes, parfois en flexion, parfois en extension. Donc je vous mime un enfant qui fait un syndrome de West, donc il est comme ça, il joue, puis tout à coup il est comme saisi de terreur, et puis il commence à faire des spasmes. Donc ça fait comme ça, il est là, puis il fait. Alors, vous êtes d'accord, ça fout les jetons, Et la mère, elle arrive, elle a peur. Elle dit ouais, j'ai l'impression qu'il a mal, il n'est pas bien. On dit oui, il faut lui faire un électroencéphalogramme. Et en 10e, quels examens complémentaires on fait pour étayer une étiologie? Le syndrome de West, on a dit dans l'énoncé, soit syndromique, soit cryptogénétique, soit idiopathique. Pour ça, on doit faire des examens complémentaires à la fois. Donc l'électroencéphalogramme, ça fait partie de la définition, on est obligé de le faire. Le karyotype, l'IRM, le scanner. Pourquoi on fait un IRM, une IRM et un scanner? C'est parce que le scanner, il voit mieux les os et les calcifications, alors que l'IRM voit bien tout le reste. Mais en ce qui concerne les calcifications en particulier, et ça a une importance pour faire un diagnostic étiologique dans le cadre du syndrome de West. Effectivement, cliniquement, un des éléments qui va vous orienter vers l'étiologie, c'est l'existence ou non de taches achromiques. Ici, j'ai fait une photo sur peau noire pour vous montrer l'importance de cette tache achromique. Eh bien, dans ces cas-là, il faut rechercher ce qu'on appelle une sclérose tubéreuse de Bourneville. Si jamais la peau est très claire, il faut faire une lumière de Wood verte pour arriver à voir le blanc sur le vert. Et donc, on a fait le diagnostic de syndrome de West, on a fait les examens complémentaires. Maintenant, comment on le prend en charge, en sachant que le pronostic est sombre, et il est d'autant plus sombre qu'il y a une étiologie sous-jacente? Eh bien, la prise en charge, c'est là où il y a une erreur. Il ne faut pas uniquement faire une prise en charge de traitement médicamenteux, mais aussi une prise en charge du handicap global, parce que l'enfant, il a une régression et il ne va pas s'améliorer. Donc, on a à la fois recours à la corticothérapie, à un médicament qu'on utilise peu chez l'adulte parce qu'il a vraiment des effets iatrogènes, mais là, il y a un tel bénéfice dans le cadre du syndrome de West que parfois on est obligé de l'utiliser, c'est le Sabril ou Vigabatrin. Et puis, il ne faut pas oublier la prise en charge du handicap. Les enfants qui ont un syndrome de West vont souvent dans les centres d'action médico-sociale précoce, CAMSP, jusqu'à 4 ans. En tout cas, il faut poser et proposer un dossier à la MDPH, c'est-à-dire à la maison départementale pour le handicap, pour qu'il y ait une aide éducative à cet enfant handicapé ou AEEH. D'accord ? Ce sont les 3 piliers, on va dire, de la prise en charge de ce syndrome de West. Donc si on a à récapituler, dans ce dossier qui est à la fois long, à la fois simplissime et à la fois hyper compliqué, tellement c'est simplissime. C'est-à-dire que ce n'est pas de la médecine, ça. C'est uniquement du suivi. Mais le suivi du nourrisson, ce chapitre suivi du nourrisson, vous allez voir que vous allez y venir plusieurs fois parce que
soit on fait les enfants avant de passer le CN et on est plus à l'aise, soit on ne le fait pas et là, dans ces cas-là, pour l'apprendre, mais après vous allez être des parents magnifiques. Et donc le schéma de la diversification, je vous ai dit la fenêtre d'opportunité entre 4 et 6 mois, les acquisitions psychomotrices qu'il faut bien avoir en tête, et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir la supplémentation de vitamine K si allaitement, vitamine D pour tous. Le reflux, l'indication de la pH-métrie, c'est uniquement pour chercher des reflux occultes. Si c'est régurgitation simple, pas d'examen complémentaire. Et donc, avec ça, on aborde un nombre d'items qui est à la fois satisfaisant. C'est un dossier qui est complètement pédiatrique, complètement sortable tel quel. Donc, je suis content si j'ai pu vous apporter les éléments de réponse nécessaires.